Recevoir Monsieur Gérard Pince, économiste. Le titre du livre peut paraître un peu provocateur, le choc des ethnies vers le génocide des Français. Le livre a plutôt une approche, dans votre livre, vous avez plutôt une approche d'économiste. Me semble-t-il, je l'ai lu en diagonale, vous voyez la méthode japonaise, vous allez me dire si j'ai bien compris. Et pendant toute une phase de l'histoire, on peut l'expliquer, du moins ceux qui ont lu Konrad Lorenz, par l'agressivité. C'est la force qui impose ses lois, sa domination. Puis, les révolutions intellectuelles, et on voit comment s'est développée l'Europe. C'est un sujet inépuisable. Et on voit aujourd'hui à quel état est réduite l'Europe. On voit d'une part, sous le prétexte d'aider le tiers-monde, on les pille. On pille les intellectuels du tiers-monde qui pourraient aider à leur développement. Et on a toute la Ligue de l'humanité qui vient pourrir nos sociétés occidentales. Et votre sous-titre, c'est « Vers le génocide français ». C'est un vieux thème dans nos milieux. Le génocide par l'avortement, d'une part, et le génocide culturel et l'invasion de la barbaresque. Alors, il ne s'agit pas de se faire plaisir, de sourire. La situation est grave. On est arrivé certainement à la 25e heure, comme le disait notre ami Giorgio. Il faut peut-être, si on a encore le temps, ne pas se lamenter sur les temps révolus, pleurer, comme Augustin sur la chute imminente de sa cité envahie par les barbares. Et il est bon de se pas rappeler, entre parenthèses, que les évêques qui ont assumé la romanité ont sauvé la civilisation contre les barbares. À l'époque, on ne voyait pas les évêques en disant aux Goths et aux autres « mais braves, venez chez nous, prenez nos femmes, prenez nos champs ». Bien sûr que non. Et s'ils venaient, ils les baptisaient. Donc ça peut être le lien avec la conférence précédente sur l'islam en Russie. Ici, il est évident que le choix qui lui est offert, et ce n'est pas un extrémiste qui l'écrit, c'est M. François Hollande, c'est la partition ou les guerres civiles. Et on peut dire que pour différentes raisons, ce scénario a été, par les élites mondialistes, savamment concocté. Alors il y a peut-être quelques lueurs d'espoir, mais il faut voir, est-ce qu'on est digne, est-ce qu'on est réellement des combattants? C'est pas sûr. Il suffit de penser, par exemple, à mes jeunes années, à mes compagnons de combat. La plupart de leurs enfants se droguent, vivent à la colle et le reste. Une civilisation ne tient que par l'épée et l'étole, que par le prêtre et le soldat. Et quand j'étais professeur, je donnais toujours en début d'année ce qui me permettait de voir à droite à gauche ce magnifique vers de Baudelaire « Il n'y a de noble sur terre que le poète, le prêtre et le soldat. L'interprète des dieux, l'homme qui sacrifie ou qui se sacrifie, tout le reste est fait pour le fouet. » Grave problème vers le génocide français. On pourrait certainement parler de l'identité heureuse qui n'aboutira
peu importe qui l'a prononcé, il est peut-être sincère. Le cas d'une catastrophe. Et bon, je pense que j'en ai assez dit à vous, cher ami. Et tout à l'heure, vous viendrez éventuellement vous faire dédicacer. Vous restez assis. Oh non, je vais parler peut-être debout pour que tout le monde puisse m'entendre, ce sera plus facile. Non, il vaut mieux que vous soyez assis pour enregistrer. Comment ? Restez assis pour enregistrer. Ah bon, pour l'enregistrement. Donc je vais rester assis. Désolé pour ceux qui sont dans le fond. Je voudrais remercier notre président, tout d'abord, d'avoir bien voulu m'inviter à cette sympathique réunion, et dont il a d'ailleurs à l'instant résumé un certain nombre de traits. Alors j'ai écrit effectivement plusieurs essais, des romans, des essais, et un essai qui s'intitulait « Les Français ruinés par l'immigration », donc essentiellement un travail, disons, comptable et économique. Et je me suis rendu compte quand même qu'à partir de ce bilan factuel et par rapport à tout ce qu'on pouvait lire par ailleurs, nous étions confrontés à un choc d'une très grande importance et que personne ne décrivait d'une manière parfaitement correcte. Je veux insister par là sur le fait que décrire, ce n'est pas expliquer. C'est-à-dire qu'on peut effectivement décrire des choses, mais pour les comprendre, pour les analyser, il faut revenir aux causes ou aux conséquences. On va peut-être attendre que madame soit rentrée ou sortie. Très bien, merci. Et à partir donc de cette analyse, je me suis décidé à entamer cet ouvrage, un ouvrage beaucoup plus important, le choc des ethnies, donc vers le génocide des Français, avec un point d'interrogation quand même, avec un point d'interrogation, qui permet justement de comprendre les causes de ce choc que nous connaissons aujourd'hui et de pouvoir par conséquent anticiper les conséquences. Alors comme vous le rappelez, votre président, je suis essentiellement un économiste, j'ai voyagé, séjourné, travaillé ou en touriste ou en travail dans 140 pays, et donc mon approche est strictement économique. Je ne suis pas historien, je ne suis pas géographe, je suis simplement économiste. Et par conséquent, à partir de cette approche, il faut partir du constat suivant, qui est un constat élémentaire, qui est un constat de base. Nous ne vivons pas dans un jardin d'Éden, où tous les biens seraient disponibles à profusion. Les hommes, depuis l'Antiquité, depuis toujours, depuis la préhistoire, sont entrés en conflit ou en lutte pour s'approprier les biens qui sont nécessaires à leur survie. À partir de là, le rôle de l'économie classique, c'est effectivement de décrire ces mécanismes par lesquels les gens acquièrent des ressources supposées rares par le travail, par le commerce, par le marché, par l'industrie, etc. Mais il faut bien voir que cette vision économique, qui ne date en fait que du XIXe siècle, est tout à fait réductrice. En fait, dans l'histoire de l'humanité depuis ses origines, on oublie un aspect fondamental de l'économie, c'est que pour s'approprier une richesse, il n'est pas nécessaire de commercer, il n'est pas nécessaire d'échanger, de faire usage de son intelligence pour produire de nouveaux produits. Il y a un système beaucoup plus simple, c'est de dire ça, c'est à toi, et bien ça maintenant, ça m'appartient. C'est-à-dire que la prédation, la conquête qui est l'élément fondamental de toute l'histoire jusqu'au XIXe siècle, a été complètement gommée et oubliée des ouvrages d'économie. Quand on prend en compte cet aspect-là, cet aspect de la conquête, quand on retrace un petit peu non seulement le passé, mais tout simplement le présent, en observant les différents pays, on s'aperçoit finalement
et c'est ça un peu ce qu'on dit en anglais la mission statement, c'est-à-dire l'idée principale, c'est que toute l'histoire de l'humanité depuis ses origines n'est pas celle de la lutte des classes comme le prétendaient Marx et Engels ou comme le pensent encore aujourd'hui la plupart des économistes, des politiciens ou autres, mais qu'en fait il s'agit de la lutte des ethnies pour s'approprier des ressources, soit par l'agressivité, c'est-à-dire par la conquête, soit à partir d'une certaine période par le commerce, l'industrie ou autre. Alors je ne vais pas revenir, comme m'y invitait d'ailleurs notre président, sur l'Antiquité, etc. Mais il faut savoir quand même que depuis, compte tenu de cette différenciation, il y a deux systèmes qui apparaissent au niveau de l'économie. C'est d'une part l'agressivité, qui est un élément fondamental, c'est-à-dire des gens qui vont se sélectionner héréditairement par l'agressivité pour s'approprier des richesses. C'est le cas par exemple des nomades qui vont s'abattre sur les cités florissantes du Moyen-Orient pour s'emparer de toutes les richesses, et il ne s'agit pas de commerce ni de quoi que ce soit. On s'empare de tout le monde, on tue tous les vieillards et tous les nourrissons, les femmes sont envoyées en captive, les hommes sont aussi transformés en esclaves, et donc c'est exactement dans ce système-là qu'on a vécu pendant très longtemps. Et puis ça s'est répandu ensuite, même au-delà de l'Antiquité, si vous voulez, dans toute la sphère mondiale. On retrouve à peu près le même système. C'est un système fondé sur la prédation, sur l'agressivité, sur la force des vainqueurs militaires, par rapport à des peuples qui sont soumis. C'est le cas pour nous en France, par exemple, avec les Gaulois, qui ont été soumis par les tribus germaniques. C'est vrai dans d'autres continents, c'est vrai un peu partout. Ce qui est extraordinaire, non pas tellement, mais ce qui est remarquable, c'est que ce système qui a perduré quand même jusqu'au XIXe siècle, ne s'est pas traduit par des inégalités fondamentales entre les différents continents. C'est-à-dire qu'il y avait bien une différenciation de revenus, parce qu'on en revient toujours à l'économie, aux revenus, entre les plus riches, évidemment, disons les plus riches, enfin entre les conquérants, entre ceux qui dirigeaient, les rois, les monarques, les barons, les marquis, etc., et le peuple à la base. Il y avait certes des différences très importantes de revenus, mais entre les différents continents, les inégalités étaient beaucoup plus limitées. On a fait des calculs qui ont été faits par des économistes anglais, en particulier Angus Madison, qui a fait des séries d'études de revenus depuis l'an 1 de notre ère, c'est-à-dire depuis Auguste, jusqu'au XIXe siècle. Et on voit que, par exemple, en l'an 1, au temps d'Auguste, le revenu par tête d'habitant, qui est le critère principal, c'est-à-dire la richesse par individu, n'est-ce pas, par individu, était de $570, l'équivalent de $570 dans l'Empire romain, et qu'il était de $460 en Asie. À l'époque, vous voyez, nous sommes en l'an 1 d'Auguste, c'est loin. Et en définitive, quand on arrive en 1750, 1780, 1790, avant le 19e siècle, on passe simplement de $1000 par tête en Europe occidentale par rapport à $560 dans le reste du monde. C'est-à-dire, ce que je veux vous faire saisir, c'est que pendant ces 2000 ans qui se sont écoulés, il n'y a pas eu d'inégalité profonde entre les continents. Et par exemple, si vous prenez une Isbarus du XIXe siècle, elle différait peu de la cabane du Gaulois ou de la cahute aujourd'hui d'un Africain au Mali. Il y avait une certaine identité des niveaux de vie. L'espérance de vie était partout de 25 ans. Ça ne veut pas dire que les gens mouraient à 25 ans, parce qu'évidemment ils avaient 7-8 enfants, mais qu'en moyenne, il y avait une espérance de vie très réduite.
et les conditions de mortalité étaient effrayantes avec les maladies, la peste noire qui a tué jusqu'à 60% de villes comme Florence, d'un seul coup. Enfin, d'un seul coup, entendons-nous bien, pendant 100 ans. Hein, je raisonne sur 2000 ans, donc d'un seul coup, ça devient 100 ans. Donc il n'y avait pas d'inégalité profonde à ce moment-là entre les différents continents. Il s'est trouvé ensuite qu'au XIXe siècle est survenu un événement majeur, extrêmement important, à savoir que pour des raisons qui sont extrêmement complexes, qu'on ne peut pas toujours analyser facilement, on peut parler du commerce, de la découverte des Amériques ou autre, je ne crois pas du tout, je ne crois pas, c'est pas ça. Il s'est trouvé que, pour des raisons circonstancielles, au XIXe siècle, d'un seul coup, une pléiade d'inventeurs et d'inventions en Europe et en Europe seulement, ont complètement transformé le sort de l'humanité. Nous avons eu des savants qui sont survenus, des inventeurs plus précisément, des inventeurs qui ont créé de nouveaux concepts. Nous avons vu apparaître une économie de l'intelligence, c'est-à-dire une économie non seulement d'un machinisme béat, mais de l'incorporation de l'intelligence dans la matière pour produire en immense quantité des biens qu'aucune ethnie n'avait envisagé jusque-là. Et ce sont des hommes dont on a gardé d'ailleurs les noms, que ce soit Bell, que ce soit Volta, que ce soit Diesel, que ce soit Dunlop, que ce soit Becquerel, que ce soit Edison. Edison, bon, tout a été inventé en l'espace du XIXe siècle par une seule ethnie, par l'ethnie occidentale. L'ethnie européenne, enfin, européenne, entendons bien. Quand je parle d'ethnie occidentale ou européenne, dans la suite de ces exposés, j'entends non seulement les Européens proprement dit, de Brest jusqu'à l'Oural ou au-delà, mais j'entends aussi évidemment les démembrements, les offshore, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, mais enfin le cône andin, qui sont habités aussi par des Européens de souche. Vous savez qu'en Uruguay ou au Chili ou en Argentine, ils sont plus européens que chez nous, au point où on en est. Hein. Donc il faut avoir une vision un peu élargie des choses. Donc on a assisté à une efflorescence fondamentale d'inventions complètement nouvelles et qui n'avaient rien à voir avec le passé. Parce que imaginez un peu un musée où on ferait ranger toutes les découvertes, enfin pas les découvertes, mais enfin les pratiques, les techniques de l'homme depuis l'origine. Prenez par exemple une diligence. Bon, est-ce qu'une diligence du temps de Voltaire est fondamentalement différente d'un char romain du temps d'Auguste? Pas du tout. C'est toujours des roues tirées par des chevaux. Prenez une felouque égyptienne du temps des pharaons et un gros galion espagnol du XVIe siècle. C'est toujours une coque de bois tirée par des voiles, par du vent ou par des rames. Ça n'a rien à voir avec une locomotive. Ça n'a rien à voir avec un avion. Ça n'a rien à voir même avec une voiture, avec un moteur. Prenez par exemple l'éclairage. On s'est éclairé, mais depuis la lointaine Antiquité, avec des lampes à huile, avec du suif, avec des choses comme ça. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec l'ampoule d'Edison? C'est-à-dire qu'il y a eu, comme le disent les économistes américains, un véritable changement tectonique. C'est-à-dire un changement comme si des gens d'une autre planète que la nôtre étaient venus et avaient brusquement découvert un certain nombre d'inventions qui étaient absolument inexistantes. Alors c'est très important de dire ça parce que vous savez qu'il y a toute une tendance, en particulier parmi les économistes français, à expliquer que finalement la révolution industrielle, c'est uniquement un long processus d'apprentissage où on est passé par le harnais, par tout ça, jusqu'au XIXe siècle, qui a été initié essentiellement par le commerce transatlantique, par le négoce des villes hanséatiques d'abord, et puis de la Renaissance, de la découverte des Amériques, et que tout cela n'est qu'un aboutissement. Les économistes américains sont en opposition totale avec ça. Ils disent qu'il y a eu une rupture
Et l'avantage, évidemment, de la première explication, c'est qu'elle permet de relativiser l'apport de l'Occident et même de le rendre péjoratif, puisque ça donne à penser à certaines personnes que la révolution industrielle s'est faite sur le commerce négrier, s'est faite sur l'esclavage, et donc que nous aurions construit cette révolution industrielle en s'appuyant sur la misère des autres, ce qui est une absurdité totale. Ça n'a absolument rien à voir. La révolution industrielle, et là, Dieu merci, les économistes américains comme Nordos et bien d'autres sont là pour le rectifier, est un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire et qui sépare l'histoire en deux. Les théories de M. Braudel ou autres disent sur les civilisations, tout ça, c'est du vent. Il y a eu une séparation totale qui est intervenue au XIXe siècle, qui ne touche pas seulement les machines, parce que je range dans tous ces grands inventeurs, Pasteur, Fleming, qui ont fait que la natalité, l'espérance de vie était complètement modifiée, et que tout ce qui concernait la vie quotidienne des gens, et pas seulement leur vie industrielle, s'est trouvé bouleversé du fond au comble. Mais cette révolution industrielle a eu deux conséquences, enfin, une conséquence immédiate et une autre sous-jacente. La conséquence immédiate, c'est que pour produire en masse des produits comme ça, qu'aucune travail manuel n'aurait pu faire, d'ailleurs Marx le reconnaît lui-même, jamais on n'aurait pu avec des rouets, avec des millions de travailleurs, faire autant que l'industrie textile qui s'est créée en Angleterre. C'est créé dès le XIXe siècle un problème de débouchés. C'est-à-dire qu'il faut trouver des débouchés pour permettre d'écouler toutes ces marchandises. Et dans le même temps, cette révolution industrielle qui s'est passée en Europe ou en Amérique, aux États-Unis, enfin bon, dans le monde occidental, cette révolution industrielle ne s'est pas répandue ailleurs. Ça n'a pas bougé. En 1800, donc, on était à un rapport de 1000 euros dans l'ethnie occidentale, on était à 560 dans le reste du monde, c'était un rapport de 2, donc vous voyez, les inégalités n'étaient pas énormes, mais enfin, on était en 1800 seulement. Et à partir de ce moment-là, évidemment, comme ça ne s'est pas, cette révolution industrielle ne s'est pas répandue, les inégalités n'ont fait que s'accroître et prendre des proportions immenses. Alors on a commencé à réagir, l'Occident a réagi, et ça nous entraîne un peu vers les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, qu'il ne faut pas se cacher. C'est que l'Occident a réagi de deux manières. D'une part, en peuplant des continents qui étaient plus ou moins vides. On a au XIXe siècle envahi quasiment l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie, où les populations quand même qui étaient présentes pour des raisons diverses, la maladie ou autres, ont disparu. Et il est bien vrai qu'il y a eu à ce moment-là une exportation, si vous voulez, de la population européenne, qui autrement d'ailleurs aurait posé des problèmes en Europe, où on connaissait encore la sous-alimentation et la faim. Il faut se souvenir qu'au début de l'Europe, il y avait encore des problèmes de faim, et s'il n'y avait pas eu cette immigration vers l'Amérique du Nord et du Sud, ça aurait posé des problèmes. Le deuxième élément, indépendamment de cet érable, c'est qu'on s'est lancé à la conquête par la colonisation du reste du monde. En 1913, il faut se souvenir de ça, en 1913, l'Allemagne, la France et l'Angleterre contrôlaient, enfin avec les États-Unis, contrôlaient 80% des terres émergées. C'est-à-dire qu'on a littéralement colonisé une grande partie du monde et sans obtenir de résultats d'ailleurs très pertinents en matière d'écoulement des débouchés. On a voulu écouler des débouchés, mais il s'est trouvé que ces colonies, bien souvent, sont revenues beaucoup plus chères qu'on ne le pensait, que les populations qui étaient beaucoup trop primitives pour acheter les produits européens, ma foi, il a fallu plutôt les assister, les nourrir, les soigner plutôt qu'autre chose, et que finalement, le bilan économique de la colonisation s'est traduit par des résultats extrêmement contrastés. Même si en Asie, par exemple, on voit toutes les réalisations de l'Empire britannique, ça a écoulé une partie, effectivement, des aciéries anglaises
en fabriquant des rails qui ont fait que les plus grands réseaux de voies ferrées étaient en Asie. Ça a permis effectivement d'exporter un certain nombre de matières premières. Ça a surtout permis de drainer des matières premières dont on avait besoin. Mais enfin, il n'y avait pas besoin d'une administration coloniale pour ça. Aujourd'hui, on a des compagnies pétrolières, elles ne colonisent pas les pays, elles drainent bien le pétrole, le cacao, le café, tout ce dont on a besoin. Il n'y avait pas besoin d'une administration coloniale. L'inconvénient, c'est qu'en revanche, cette séparation, cette colonisation a créé un front du ressentiment chez beaucoup de peuples qui en ont gardé une certaine hostilité à l'égard de l'Occident et à l'égard des Blancs, pour parler tout simplement, même si c'est quand même extrêmement nuancé. Compte tenu de ce constat, on a ensuite, puisque les pays ont été décolonisés, d'autant plus que la colonisation ne rapportait rien, on en est passé à l'aide au développement. Mais l'aide au développement n'a rien donné non plus, ça a été un échec complet, et finalement, quand on se situe en 1990, c'est-à-dire qui est une date charnière, 1990, depuis 1913, depuis 1800, on était parti d'un rapport entre riches et pauvres qui était de 2. Or, en 1990, après la décolonisation, après tout ça, on en est dans un rapport de 6-4. Et c'est-à-dire qu'un rapport qui concerne des 2 moyennes, mais que si on regardait le revenu, par exemple, de l'Américain par rapport à l'Africain, on serait dans une différentielle de 50, voire même de 100 ou de 200. Autrement dit, le développement industriel, le développement économique ne s'est pas répandu. Il ne s'est pas répandu par l'effet parlons pas de la force, mais enfin par l'effet de l'enseignement, d'un enseignement autoritaire avec la colonie, et il ne s'est pas développé, il ne s'est pas produit non plus par l'effet de l'argent qu'on a injecté dans ces pays pendant quand même près de 20 ans, parce que l'aide au développement, ça a commencé en 60 et ça s'est terminé pratiquement en 1990. Alors quand on regarde, il faut rechercher quelles sont les causes de cette chose. Il faut essayer d'analyser les causes. Les causes, c'est assez simple, vous savez, alors ça, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, et je vais peut-être en scandaliser un certain nombre d'entre vous. Mais je m'appuie sur des statistiques. Je n'invente pas des faits surnaturels. Nous avons vu que la révolution industrielle, elle est venue essentiellement d'inventeurs, d'une pléiade d'inventeurs qui brusquement ont changé un certain nombre de choses, ont transformé complètement notre vie. Or, ces inventeurs se recrutent, en général, ne sont pas forcément les gens les plus diplômés, mais se recrutent évidemment parmi les gens les plus intelligents. Ce sont des gens qui ont des capacités imaginatives, inventives, qui sont très supérieures à la moyenne. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que tous les pays du monde ont cette élite d'inventeurs, de scientifiques ou d'inventeurs? Est-ce qu'ils l'ont? Là, nous avons des statistiques. Ce sont celles de la Banque mondiale. Ce n'est pas celles que Gérard Pince a inventées. Ce sont les statistiques de la Banque mondiale. En 2013, c'est les dernières statistiques de la Banque mondiale, sur 1 500 000 demandes de brevets déposées dans le monde, 98% viennent des ethnies occidentales et d'Extrême-Orient. Par Extrême-Orient, j'entends Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, etc. Les autres, zéro. On trouve des différences incroyables d'ailleurs, qui montrent d'ailleurs le caractère ethnique des choses. Ce n'est pas une question de géographie. Vous avez Israël qui dépose un très grand nombre de demandes de brevets, et autour les pays arabes qui n'en déposent aucun. Alors vous me direz, oui, mais là c'est pas bien ce que vous dites, parce qu'ils ne déposent pas de demande de brevet, parce qu'ils sont pauvres, ils ne sont pas instruits. Mais attendez, l'instruction, elle s'est généralisée partout. Et si on prenait cet argument, il faudrait le retourner. Il faudrait dire, alors parce qu'on est riche, on dépose beaucoup de brevets. Or, ce sont les oligarchies pétrolières, les monarchies du Golfe, qui ne déposent absolument rien. J'ai parlé que des demandes de brevets, j'aurais pu parler du nombre de scientifiques, j'aurais pu parler du nombre de livres qui sont lus,
qui montrent que finalement, il y en a qui ne lisent pas plus de livres que l'Espagne en un an. Enfin, c'est des chiffres absolument invraisemblables qui montrent que, manifestement, il y a une séparation totale entre les ethnies occidentale et asiatique, la Chine que j'ai défini tout à l'heure, et d'autres ethnies qui sont incapables, qui n'ont pas d'élite scientifique. Ils n'en ont pas, c'est simple, et ils n'ont pas d'inventaire. Alors à partir de là, ça laisse préjuger qu'ils n'ont pas forcément les capacités nécessaires pour s'adapter à la révolution industrielle. Et qu'en conséquence, évidemment, ils n'ont aucune chance à moyen terme de se développer d'une manière rationnelle et rapide. On a donc eu des inégalités considérables et qui sont irrémédiables, au moins à l'échelle d'un siècle. On verra après, peut-être que mais pour le moment, quand même, on voit bien qu'il y a un système qui est complètement bloqué. À partir de ce constat, et j'en viens maintenant au troisième aspect, c'est-à-dire celui de la globalisation qui nous intéresse plus particulièrement et qui concerne évidemment directement notre pays. Les puissances occidentales, ceux qui nous dirigent du moins, les grands capitalistes, disons, pour simplifier, ils ont toujours leur problème, c'est qu'il faut bien écouler leurs marchandises. Alors les écouler à qui? Dans la mesure où les peuples ne se développent pas eux-mêmes, comment peut-on leur donner les moyens financiers d'acheter toutes ces camelotes qui sont produites par les multinationales dans le monde entier? Ils ont trouvé une méthode très simple, c'est celui de la globalisation. Cela consiste tout simplement à transférer une partie de la richesse des classes moyennes au peuple du tiers-monde. C'est un transfert gracieux, en quelque sorte, c'est-à-dire on prend votre richesse et on la transfère complètement aux autres pour leur donner des débouchés qui leur permettront d'acheter toutes les marchandises que nous n'achetons plus. Parce que vous savez que, par exemple, il faut comprendre ce problème de surproduction. Quand vous avez un PIB de 100 en Europe, sur un PIB de 100, 80% vont au service. C'est-à-dire le PIB, c'est la richesse totale. Ce que vous consommez, sur cette richesse totale, vous consommez 80% sous forme de services. C'est-à-dire les services, ce n'est pas des choses forcément qui sont commercialisables. C'est la santé qui est souvent subventionnée, c'est l'art, ce sont les livres, c'est tout un tas de choses. Il n'y a plus que 20% pour acheter des magnétophones, des chaussures, des voitures, des choses comme ça. Donc les grandes multinationales, les grands capitalistes qui ont leur argent dans des complexes de pétrochimie, dans ces aciéries ou autres, ce qu'ils veulent, c'est trouver des débouchés pour vendre ce que leurs usines produisent. Si leurs usines ne produisent rien, ils sont ruinés. Une usine qui ne produit plus que de surproduction, ça ne vaut plus rien. Il vaut mieux avoir une terre, il vaut mieux avoir un appartement, parce qu'autrement, les machines, l'usine, elle est bonne pour la casse. Comme toutes les marques qu'on a connues dans le temps, qui ont disparu, et les actionnaires ont simplement gardé des papiers pour coller pour tapisser leurs murs. C'est arrivé souvent. Donc, on a trouvé ce système extraordinaire de dire on transfère la richesse des classes moyennes aux autres. Alors, pourquoi ça s'est produit? Comment ça s'est produit? Au départ, on parle souvent de la mondialisation. C'est un mot inexact. Le mot mondialisation, c'est un mot français. Ça peut s'appliquer à une notion géographique. On peut dire qu'une marchandise est mondialisée parce on la retrouve partout, qu'une marque est mondialisée. Mais le véritable mot qui est employé en anglais par les promoteurs du système, c'est le mot globalisation. Globalisation, c'est un processus. C'est un processus qui consiste effectivement à ouvrir tous les marchés par le biais du libre-échange, à développer au maximum les délocalisations, l'immigration, et qui doit s'accompagner aussi par les droits de l'homme partout, la démocratie partout, etc., etc. Et c'est un processus qui a été formalisé en 1980 par la Banque mondiale, le FMI et le Trésor américain. Il n'y a pas eu une sorte de traité.
Il y a eu simplement des décisions qui ont été prises par consensus entre ces trois instances, représentant le centre du monde, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Trésor américain, c'est-à-dire le dollar qui abonde tout ça. Ils ont décidé cette politique et tous les autres pays ont suivi, d'autant plus qu'on était en 1980 dans la perspective déjà de l'effondrement de l'Union soviétique et qu'il s'agissait de construire un monde nouveau. On a donc construit ce monde nouveau et on en voit maintenant les résultats. Alors les résultats, je vais prendre un petit peu le cas de la France, comme nous invitait notre président. On dit qu'il faut passer au libre-échange total et à la libre circulation des personnes, etc., etc. Alors, on va commencer par les délocalisations. Alors les délocalisations, c'est un moyen de transférer de la richesse. C'est-à-dire, je suis un capitaliste, je transfère mes usines au Bangladesh. D'abord, je commence par licencier tous les Français qui sont là, et je transfère mes usines au Bangladesh, je les paye suffisamment, ils achèteront mes marchandises. Il y a un véritable transfert de richesse, et non seulement un transfert de richesse, mais aussi un transfert de connaissances. Parce qu'il ne faut pas s'étonner que la Chine copie nos avions et nos TGV, puisqu'on leur en a transmis les plans. Donc on transmet les plans, on transmet tout, on délocalise, et ça se traduit par des chiffres faramineux, c'est-à-dire qu'entre 2000 et 2013, d'après les chiffres de l'INSEE, là encore, ce n'est pas des chiffres que j'invente, ce sont les chiffres officiels du gouvernement français, il y a 330 milliards d'euros qui sont partis. 330 milliards d'investissements français à l'étranger, en l'espace de 12 ans. Il ne faut donc pas s'étonner qu'on ressemble de plus en plus à un désert industriel. Alors, en même temps, ce qui est amusant, mais je vous mets en garde contre ça, c'est que vous entendez souvent des imbéciles à la télévision qui disent, vous savez, les investissements étrangers en France, on est très accueillant, hein, ça marche très bien. On a accueilli cette année 10% de plus d'investissements étrangers en France. Hein. Qu'est-ce qu'on est content. Ce qu'ils oublient simplement, c'est que par rapport aux investissements étrangers en France, c'est un côté du bilan. Il y a l'autre côté qu'il faut prendre en compte. L'autre côté, c'est les investissements français à l'étranger. Et on regarde le solde. On ne prend pas une seule ligne. C'est-à-dire que ce sont des ignorants et des incapables. Enfin, peu importe. Ne nous laissons pas entraîner dans la polémique. Quant à l'immigration, c'est le même processus. On fait venir des gens. Et là, c'est tout à fait bonifiant surtout pour les entreprises qui ne peuvent pas délocaliser. Parce que tout le monde ne peut pas délocaliser. Les entreprises de services, les entreprises de commerce, de restauration ou autres, c'est difficile de délocaliser. Donc on fait venir des étrangers, on licencie les Français, on fait venir des étrangers, on leur donne leur salaire qui leur permettent de consommer. Et tous les frais accessoires, tous les coûts accessoires à cette immigration, coût de logement, d'infrastructure, de transport, d'insécurité, et tout ça c'est pour les contribuables. C'est-à-dire qu'en fait, au nom du libéralisme, ce qu'on admet, c'est que ces entreprises, elles sont subventionnées. Elles sont subventionnées puisqu'elles ne payent pas le coût complet de leur main-d'œuvre. Si elles devaient payer le coût complet de leur main-d'œuvre, elles ne pourraient pas. Hein? Mais le coût complet de la main-d'œuvre, elles en payent une partie, le coût direct, mais le coût indirect, c'est vous qui le payez par tous les frais. Alors, vous connaissez les chiffres de l'immigration. Bien sûr, j'ai fait une étude consacrée uniquement sur ce sujet. Je crois que les chiffres ont été difficilement contestés par qui que ce soit, puisque je m'appuie sur les chiffres du gouvernement français, je ne peux pas faire autrement. L'immigration, actuellement, il y a 10 millions d'immigrés tiers, c'est-à-dire qui viennent en dehors de la Suisse, de la Norvège, de l'Italie, de l'Espagne, tout ça, 10 millions. Sachez que, d'après les statistiques officielles, 6 sur 10, parmi ceux qui sont en âge de travailler, sont oisifs. 6 sur 10. C'est le rapport complètement opposé à celui des Français de souche, où 6 sur 10 sont occupés. 6 sur 10 sont inoccupés. Alors ça se traduit évidemment par une absence de revenus, ça se traduit par de faibles ressources fiscales, j'ai calculé tout ça, ça se traduit par un déficit
en 2011, puisque c'était les derniers chiffres dont je disposais pour cet essai paru en 2013, ça se traduit sur un déficit total de la France en 2011 de 103 milliards, par un déficit de 65 milliards qui est imputable aux seuls immigrés des pays tiers. 65 milliards. Et ça vient tout simplement d'une chose, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour le comprendre, quand vous avez aussi peu de travail, vous avez beaucoup de revenus sociaux, vous n'avez très peu d'impôts, et par conséquent, quand on fait le différentiel, on aboutit à ce résultat. Et sur le plan qui concerne la vie de tous les jours, parce que vous savez, les déficits fiscaux, après tout, les autres paieront, hein, mais c'est pas seulement ça. J'ai fait une étude sur le PIB, c'est-à-dire sur la richesse économique totale, et ça se traduit, en fait, par l'équation suivante. S'il n'était pas là, j'ai raisonné de cette façon, je me suis dit, s'il n'était pas là, quel serait le PIB par habitant de la France? Le PIB par habitant de la France est 31 400 € actuellement, avec eux. S'il n'était pas là, en refaisant tous les calculs de l'ensemble, marché du travail, revenus, ressources fiscales, économie, exportation, importation, tout ce que vous voulez, on serait à 33 000. C'est-à-dire que s'il n'était pas là, notre PIB par habitant serait de 2 000 € supérieur à ce qu'il est. Alors vous pourrez dire, bon, 2 000 €, d'accord, mais dites, quand on parle du PIB par habitant, c'est pas seulement celui d'une personne adulte, hein, c'est celui du nourrisson, c'est celui d'une personne très âgée. Pour une famille de 4 personnes, 2 parents et 2 enfants, par exemple, ça fait 8 000 € par an. Ça fait, sur 5 ans, ça fait 40 000 €. C'est le prix de 2 voitures. Dites-moi, mais en matière d'enrichissement, vous ne trouvez pas mieux? C'est un véritable appauvrissement que nous subissons. Et ça s'est traduit par quoi? Par un laminage complet de la classe moyenne. 44% en 1962, 22% aujourd'hui. Ça s'est traduit dans d'autres pays, comme aux États-Unis, par effectivement toute la classe moyenne paupérisée. Il faut voir aux États-Unis, moi j'y étais il n'y avait pas longtemps, il y a 4-5 ans, mais enfin même dans l'Ouest américain, on nous dit en Californie du Sud, où c'est un paradis, paraît-il, mais il faut voir dans quel état étaient beaucoup de gens. Il faut voir ces immenses parkings où les gens vivaient dans des mobil-homes parce qu'ils avaient été chassés de leur maison. Il faut savoir que beaucoup d'Américains n'avaient pas un rond sur leur compte, qu'ils vivaient que sur leur carte de crédit, c'était incroyable. Bon, c'est ce qui explique d'ailleurs un petit peu le résultat qu'on vient de voir aux élections présidentielles. Ça explique tout ça. Alors, voilà par quoi ça s'est traduit pour nous, pour notre vie de tous les jours. Mais est-ce que ça a donné des résultats pour les autres ? Alors là, c'est pas, ça devait normalement augmenter le niveau de vie des plus pauvres. On est bien d'accord, ce transfert de richesse. Ça s'est traduit chez nous. Nous venons de le voir, je viens de le dire d'une manière elliptique, par la crise financière de 2008. C'est-à-dire par un ralentissement général, avec des formes différentes. Aux États-Unis, on a donné des crédits à n'importe qui. Ça s'est traduit par l'effondrement du château de cartes. En Europe, on a fait autre chose, on a distribué des allocations sociales et ça a créé le problème de la dette. Mais enfin, le système est le même. Donc, crise de toute l'économie occidentale en 2008. Alors, et au niveau des autres peuples, est-ce que ça s'est traduit par une amélioration? Alors, on pourrait dire à première vue, oui, puisque ce rapport que j'évoquais, de 6,2, a diminué. C'est-à-dire qu'on est passé effectivement de 6,2 à 4,2. C'est-à-dire que d'énormes parties du monde ont profité de ce transfert de richesse. D'énormes classes moyennes se sont créées en Inde, en Chine. Il faut voir, c'est extraordinaire comment des pays se sont transformés. Mais ça n'a pas du tout concerné les plus pauvres. Pas du tout. Et il y a un chiffre que je suis forcé de reprendre une note parce que c'est le chiffre du produit brut, c'est-à-dire la richesse, le fameux PIB, où j'avais aggloméré les chiffres en prenant
entre 1990 et 2030, parce qu'on peut faire des prévisions jusqu'en 2030. L'ethnie occidentale, son PIB est passé de 57% du PIB mondial à 31%. Vous voyez la diminution. Mais qui en a profité? C'est l'ethnie d'Extrême-Orient, qui est passée de 19% à 37%. C'est-à-dire que vous retrouvez là la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, etc. Et les plus pauvres, me direz-vous? Vous savez, les plus pauvres, pour eux, c'est pas tellement bon, hein, parce que l'Afrique subsaharienne, elle était à 2% en 1990 et elle est toujours à 2%. Seulement la différence, c'est qu'ils étaient un peu moins peuplés. Maintenant, ils sont 940 millions, parce que l'Afrique subsaharienne, ils étaient 68 millions en 1800, quand on a commencé notre examen. 68 millions, l'Afrique subsaharienne, en 1800. 940 millions en 2013. 1,4 milliard en 2030, en prenant l'hypothèse moyenne de l'ONU. Donc vous voyez que tout cet effort qu'on nous a demandé n'a servi en définitive qu'à enrichir les ethnies d'Extrême-Orient, mais pas du tout les ethnies les plus pauvres. Alors, est-ce que cette évolution va changer? Certainement pas. Certainement pas, parce que nous avons des facteurs aggravants qui interviennent. La globalisation est terminée, on le voit bien, il y a un rejet partout de toutes les populations, tout le monde se rend bien compte que ce système n'a aucun sens, et de plus, il y a des facteurs économiques, écologiques, démographiques qui interviennent, qui vont empêcher tout naturellement le système de fonctionner. J'en prends quelques exemples. Vous savez que le prix du pétrole a considérablement baissé. Il a baissé parce que, là aussi, les produits en Amérique du pétrole de fracturation font que les États-Unis sont devenus le premier exportateur du monde. Un certain nombre de pays importaient à partir des ressources du pétrole toute la nourriture dont ils avaient besoin, en particulier le riz, les céréales. C'est le cas par exemple des pays du Maghreb. Il faut savoir que les pays du Maghreb, tout ce qui sert à leur consommation pour manger, ils l'importaient complètement. Le riz, les céréales, ils n'ont plus aucune production. C'est le cas au Sénégal, c'est le cas dans d'autres pays. Alors là, ils vont se retrouver dans une situation extrêmement pénible, parce que le prix du pétrole baisse, donc plus de ressources, mais en même temps, le prix des denrées alimentaires augmente. Ils auront un effet de ciseau, et donc leur population vont se trouver largement subventionnée jusqu'à présent, n'auront plus qu'un seul espoir, venir chez nous. Et alors, cet effet de ciseau est important parce que, effectivement, non seulement le prix des denrées augmente, mais c'est normal. C'est pas seulement lié à l'augmentation de la population mondiale, mais songez qu'avec des classes moyennes, comme celles qui apparaissent en Chine ou en Inde, là, quand on parle de classe moyenne en Chine ou en Inde, on parle de 400 millions de personnes. C'est massif. Or, ces gens-là qui consommaient que du riz, ils consomment du porc. Or, pour avoir 1 kilo de porc, il faut 7 kilos de céréales. Il faut plusieurs mètres cubes d'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir une pression énorme sur toutes les denrées alimentaires qui font que tous ces pays sont carrément condamnés à la faillite, au désespoir et à la faim. Alors, je laisse de côté, je n'y reviendrai pas, l'anarchie politique qui règne là-bas en Somalie ou ailleurs, le catastrophe qu'ont créé tous ces changements où on a supprimé les États, on a voulu les supprimer et il n'y a plus aucune. On vit dans une anarchie planétaire dans beaucoup d'endroits, à tel point qu'il y a beaucoup d'endroits, vous savez, qui sont devenus plus inaccessibles qu'au temps des explorateurs du 19e siècle. Vous ne pouvez pas, dans un pays africain, maintenant, dire je vais prendre un taxi puis je vais aller me promener en brousse. Là, à partir de la nuit, l'État ne contrôle qu'à peine la capitale et surtout pas les routes. Il y a beaucoup d'endroits. Moi, j'ai été au Yémen il n'y a pas longtemps. Maintenant, vous voyez bien, il n'y a même plus la peine d'y penser. C'est tout ça. Donc, ça crée une situation anarchique, chaotique, ruineuse. Et par conséquent, et j'en viens évidemment à ce qui nous concerne ici maintenant directement, au fait que toutes ces populations n'ont simplement qu'un seul rêve, c'est de venir en Europe.
de venir en Europe pour profiter de notre Eldorado, pour profiter de notre société, pour profiter de tout. Alors, leurs motivations peuvent être diverses, mais on a fait des études qui montrent que si effectivement les populations du Maghreb étaient libres de se déplacer, enfin du moins au niveau des jeunes, 60 à 80% des jeunes iraient directement en Europe, si on supprimait les visas et tout ça. Donc directement, vous auriez des pays entiers qui se dépeupleraient, et ici on serait absolument surpeuplé. Les situations qui sont intervenues, géopolitiques, de guerre ou d'autres, ont accéléré évidemment les choses, et on a un choc donc de population qui viennent ici non seulement pour profiter évidemment d'un Eldorado supposé, mais aussi avec un sentiment de ressentiment, disons un certain ressentiment qui vient de la colonisation, et également le problème du détonateur islamique. Parce que l'essentiel de ces pays qui sont touchés par l'extrême pauvreté, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Hindous, enfin les Indiens, mais ce sont essentiellement les pays d'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et d'Asie, du Moyen-Orient. Et à partir de là, on assiste évidemment à un choc ethnique avec ces populations qui viennent en grand nombre et qui manifestent, contrairement à ce qu'on nous dit, des sentiments quand même hostiles. Vous avez vu, il y a eu une étude une étude britannique qui a montré quand même que 15% de la population en France, 15% de la population en France soutenait l'État islamique. 15%, c'est exactement le pourcentage de la population des immigrés du tiers-monde en France. Et vous avez vu l'étude plus récente de l'Institut More, qui est pourtant un institut libéral favorable à l'immigration. Il en ressortait quand même qu'1 million des musulmans en France étaient intégristes. Je vous rappelle quand même qu'1 million, c'est supérieur à toutes nos forces armées, qui totalisent au total, et en comptant large la marine ou autre, 300 000 personnes. C'est dire que nous sommes menacés par une invasion qui est réelle, qui est comme le cheval de Troie, et qui est alimentée, je ne reviendrai pas évidemment, parce que ça a été décrit certainement par d'autres conférenciers, sur toutes les incivilités, sur tous ces problèmes-là. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est alimenté aussi par des puissances islamiques qui sont théoriquement nos alliés, comme l'Arabie saoudite, comme le Qatar, qui finance entièrement non seulement l'immigration, le salafisme, mais même le terrorisme. Et alors, on peut dire, vous me direz, oui, mais quand même, il ne faut pas exagérer, parce que le roi d'Arabie Saoudite, il est notre allié. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, quand on connaît un peu ces pays, j'ai eu la chance d'aller en Arabie Saoudite, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, parce que c'est fermé pour y aller, c'est pas comme en France. Hein. Vous risquez pas d'y débarquer, on vous offrira pas un croissant en arrivant. Hein. Ça se passe pas comme ça. Hein. Mais en Arabie Saoudite, comme même en Algérie, on croit que ce sont des États modernes, comme en France, mais pas du tout. Ce sont en fait des agrégats de tribus, de services secrets, qui sont extrêmement imbriqués les uns dans les autres. Le roi dit une chose, mais que font toutes ces familles féodales qui sont tout autour, qui ont leur propre château dans le désert? Quand vous vous promenez dans la région, vous voyez partout des châteaux forts qui appartiennent à ces princes avec leurs milices privées. Ce sont ces gens-là qui soutiennent les organisations islamiques. C'est la banque islamique à Djeddah, que je connais, j'y ai été. Ils voulaient que je fasse des cours de finance sur la charia ou de finance islamique en France. Mais enfin bon, c'est incroyable. Mais enfin, on y allait aussi un peu pour savoir ce qui s'est passé. Mais ce sont ces banques islamiques qui financent ouvertement, sous prétexte d'associations caritatives, du Croissant Rouge, c'est-à-dire la Croix-Rouge musulmane, qui finance tous les mouvements terroristes. Donc tant qu'on n'aura pas mis à raison ces gens-là, qui ont une puissance financière considérable, ils continueront à effectuer leurs méfaits. Et ce qui est grave, ce qui n'est pas assez vu aussi, c'est que ces gens-là nous corrompent. On n'imagine pas la corruption qui est organisée par toutes ces puissances. Vous pensez à la corruption des grands contrats, évidemment.
Mais vous savez, il y a une corruption beaucoup plus simple, beaucoup plus neutre, beaucoup plus générale. Par exemple, je vais au Maroc, j'achète une princesse du Koweït. Je cite un exemple concret, mais je ne citerai pas le nom. Une princesse du Koweït me vend un riad pour 200 000 euros, alors qu'il en vaut en réalité 1 million. Vous voyez qu'il n'y a pas un beau dessus de table? Vous voyez que l'intellectuel qui a touché ce dessous de table, il ne va pas se répandre ensuite dans nos médias en disant qu'il a rencontré l'islam des Lumières. Prenons un autre exemple. Une petite prof médiévale qui est dans son lycée. On l'invite par le biais d'une fondation qui a été créée au Caire, par l'Union européenne d'ailleurs, la fondation Anna Linde. On l'invite en Égypte, tout frais payé, dans un 5 étoiles, pour faire une conférence d'un quart d'heure, d'une heure. On lui fait visiter le pays. Elle revient, évidemment, elle dit aussi qu'elle a découvert le pays d'Ali Baba et que notre civilisation, c'est rien du tout par rapport à tout le reste. Et puis tous ces gens-là se soutiennent. Il y a toute une partie de nos élites qui est corrompue. Il faut le savoir, il faut s'en rendre compte. Ça peut changer, mais il y a une corruption générale, et c'est donc un élément très important au niveau de la chose. Alors j'en viens maintenant, et je vais conclure là-dessus pour laisser une place au débat, au sous-titre en quelque sorte, vers le génocide des Françaises, parce que ça peut paraître excessif. Mais il faut bien se rendre compte que toutes les invasions passées qui résultaient de chocs ethniques comme celui-là, se sont traduits par des génocides. Les gens, comme je vous l'ai dit, est massacrés. Nous n'avons pas une idée correcte des guerres. Parce que pour nous, les guerres, c'est comme les guerres franco-allemandes. Dans la guerre franco-allemande en 1870, quand les Alsaciens lorrains sont devenus allemands, on leur a pas pris leurs femmes, on leur a pas pris leurs propriétés, on les a pas tués. Simplement, on leur a dit, vous avez changé de suzerain. Bon, voilà. Mais dans les chocs ethniques, c'est autre chose. On ne vous laisse pas en place, on vous élimine. Et on vous élimine directement. C'est ce qui s'est passé au cours de toute l'histoire, quand Tamerlan et ses soldats tuaient tous les habitants de toutes les villes où ils passaient. Ça s'est passé, nous l'avons vu, en Algérie, avec les Harkis, mais c'était un cas particulier. Mais puisque vous êtes là, madame, je citerai aussi un cas qui est oublié, c'est celui de la Russie. Quand, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, beaucoup de Russes qui vivaient au Kazakhstan, en Tadjikistan, dans toutes ces régions russes, qui étaient pourtant sous le même régime, qui vivaient avec leurs voisins, dans le même régime économique, puisque c'est le marxiste. Mais beaucoup ont été forcés de partir très vite, parce qu'ils étaient menacés de se faire égorger ou tuer. Et il y a eu d'ailleurs des massacres dans ce cas-là. On a vu aussi ce qui s'est passé, mon voisin peut en témoigner, en Yougoslavie. On a vu ce qui s'est passé en Algérie, pendant la guerre civile algérienne. On sait ce qui s'est passé en Indonésie. En Indonésie, c'est un cas particulier. 3% de la population, des Chinois, contrôlent 70% de l'économie indonésienne. Immédiatement, ça a été un génocide. Parce que c'est un aspect qui est important à souligner, qui explique aussi ce problème de délocalisation. C'est qu'avec la mondialisation, j'ai oublié de le dire, mais je le dis entre parenthèses, mais c'est un point important. Avec la mondialisation, l'ethnie capitaliste a profondément changé. Un peu partout dans le monde, ce sont des minorités ethniques qui conduisent le capitalisme. C'est vrai en Indonésie, dans toute l'Asie, avec les Chinois, par exemple, qui détiennent 70% de l'économie, au Cambodge, en Indonésie, partout. C'est vrai en Amérique du Sud. C'est vrai en Afrique, avec les Libanais, par exemple, ou les Syriens, qui détiennent toute la bourgeoisie indigène, tous ceux qui ont des affaires qui ne sont pas des Européens, c'est-à-dire les compagnies pétrolières, ce sont en fait des gens qui ont la nationalité du pays où ils sont maliens ou sénégalais, mais ils sont libanais. C'est vrai un peu partout, c'est d'ailleurs peut-être que ça peut s'étendre même à l'Europe occidentale, où on voit que partout ce sont des minorités
qui étaient habitués à manipuler de l'argent, qui avaient des dons pour le négoce ou le commerce, qui dans un monde qui est financiarisé complètement, se sont accaparés le pouvoir. Bon, je ferme la parenthèse et j'en viens donc à la conclusion pour dire qu'effectivement nous sommes face à un choc ethnique considérable et qu'il faut bien entendu se réveiller. Et j'ai essayé d'écrire ce livre pour susciter évidemment un sursaut en me disant, ça avait été écrit évidemment avant l'élection de Trump, en disant que finalement il fallait attendre un miracle pour nous sauver, parce que face à un tel concours à la fois d'événements géopolitiques, un tel concours de la presse, des médias, des grands capitaux, je ne voyais pas comment on pourrait s'en sortir. Mais vous voyez, il ne faut jamais désespérer, puisqu'il y a eu des changements qui sont intervenus et vont s'amplifier. Et je pense que de nouveau, l'histoire reprendra son cours. Dieu merci. Merci, Monsieur le Président.